Que cachent réellement les zones tampons contrôlées par les forces régionales? Des langues se délient pour dénoncer une sorte de balkanisation projetée. Bunagana, Kichanga et autres, ces contrées ne sont ni sous les contrôles des rebelles, ni sous les contrôles des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors comment le gouvernement communique-t-il pour lever cet équivoque? Un mystère dans la tête des Congolais et surtout pour imposer son pouvoir dans ces territoires. On en saura un peu plus dans les jours à venir, mais prenons d'abord ce premier dossier du jour. L'affluence des forces de la communauté des États de l'Afrique de l'Est dans la partie orientale de la République démocratique du Congo est un nouveau tournant dans les mécanismes pour le rétablissement de la paix. C'est la question au cœur des débats après l'entrée du contingent ougandais par Bunagana la dernière semaine. Mais depuis la fin de l'année passée à ce jour, le Kenya, le Burundi, le Soudan du Sud et maintenant l'Ouganda ont déjà envoyé les éléments de leur armée pour sécuriser les localités jadis occupées par le M23. Cela, c'est pour matérialiser les cessez-le-feu. Ensuite, c'est participer au retrait du M23. Ces supplétifs du Rwanda ont accepté d'être cantonnés et les FARDC interdites d'approcher ces zones. Les forces armées de la RDC vont faire autre chose et nous ne pouvons pas amener n'importe qui ici. Bientôt, nous allons rendre compte, mais pour l'instant, nous avançons. Quel impact de la présence des armées de l'EAC dans le retour de la paix à l'est de la RDC? Que représentent les zones tampons, leur étendue et rôle dans la région? Que cache l'idée de faire remplacer les rebelles du M23 dans les localités occupées par les forces de la communauté de l'Afrique de l'Est? La position du gouvernement de ne pas négocier avec le M23 a-t-elle évolué ou non? Le gouvernement de la République démocratique du Congo, nous restons fermes sur notre position jusqu'à ce que nous attendons sera fait. Et jusqu'où Félix Tshisekedi peut accepter d'accéder aux revendications des rebelles? Les contingents ougandais de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est s'est officiellement déployé à Bunagana, une cité stratégique de l'Est de la République démocratique du Congo. Le déploiement de la force de l'EAC chargée de superviser le retrait des rebelles du M23 dans l'Est de la RDC suscite chez les Congolais à la fois un espoir prudent et une grande méfiance. Nous voyons la plupart des militaires de la force de l'EAC circuler en ville alors que nos militaires sont en train de mourir seuls sur le front. Je ne pense pas qu'ils puissent changer les choses. La population est fatiguée de voir cette force inutile de l'EAC se transformer en une mission d'observation. Comment est-ce qu'on va nous massacrer et on nous tue? Or, ils sont venus pour combattre les terroristes M23. Plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer cette mesure, entre autres. Celle de forces vives de la province du Nord Kivu en proie au massacre perpétré par le M23, sous-traité par le Rwanda. La coordination de la société civile est montée au créneau pour fustiger un accord mal négocié. Pour eux, cette zone tampon est très dangereuse. Ça relève encore du plan qui veut qu'il y ait une zone qui ne permette pas à ce que les forces armées de la République démocratique du Congo empêchent l'évolution du M23 qui sont en train d'agresser la RDC. Mais on ne connaît pas précisément l'objectif principal de leur mission. Le président de la République signe ces accords seul, lui seul sait pourquoi. C'est possible que ces soldats amènent la paix ou une situation de guerre encore plus grave. La société civile continue à demander non seulement au gouvernement de refuser cet accord, mais aussi d'utiliser la force pour déloger ces rebelles. La société civile dénonce par ailleurs une cabale bien planifiée soutenu par l'EAC qui est passé à côté de sa mission en République démocratique du Congo. Dire à ces M23, à leurs alliés RDF, UPDF, leur dire que nous ne céderons même pas 1 mètre carré ou 1 centimètre carré de notre sol. Si l'EAC est venu au pays, c'était pour imposer la paix, pour traquer aux côtés des FARDC les rebelles du mouvement du 23 mars et du RDF et les imposer à retourner au Rwanda pour permettre à ce que les déplacés de guerre regagnent leur activité. Elle s'étonne de constater qu'au lieu d'imposer la fin de la guerre, et bien au contraire, elle a créé une zone tampon qui ne permet plus au FARDC d'accéder à l'ennemi. Un point de vue appuyé également par l'opposant Martin Fayoulou qui s'en est pris sévèrement à l'EAC. Pour lui, la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays étant non négociables, nous ne pouvons pas avoir une zone tampon,
un no man's land à l'intérieur de notre pays. Décidé dans les accords du mini-sommet de Luanda, le gouvernement congolais, au regard des interpellations, va-t-il abroger cette disposition, instituant ces espaces non accessibles au FARDC? À Bujumbura, la présence de Félix Tshisekedi et de Paul Kagame, accusés de soutenir le M23, n'a produit aucune avancée. Le communiqué du sommet de Bujumbura ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de Luanda. Outre le cessez-le-feu et le retrait des groupes armés, la force est-africaine promet de continuer de se déployer dans la région. Le hic, c'est que cette force n'a pas fait ses preuves pour le moment et n'est visiblement pas disposée à faire la guerre au M23. Elle n'est pour le moment qu'une simple force d'interposition, à l'image de la MONUSCO, très discrète dans ce conflit avec le M23. La force de l'EAC est en train de prendre le même chemin qu'est la mission des Nations Unies au Congo. Si les forces rwandaises ont bien été exclues de la force régionale, après les révélations du soutien de Kigali au M23, la présence de l'Ouganda fait polémique. Le dernier rapport du groupe d'experts de l'ONU affirme en effet que Kampala servirait de base arrière et de soutien aux rebelles, ce qui renforce davantage la défiance des Congolais envers les militaires de l'EAC. Visiblement, pas de porte de sortie au conflit jusque-là. Les revendications du M23 sont ignorées par Kinshasa, qui refuse le dialogue. L'armée congolaise n'arrive pas à inverser le rapport de force militaire sur le terrain et les militaires est-africains se cantonnent au simple rôle d'observateurs. Nous avons un mandat à accomplir. Entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, on est désormais entré dans un véritable dialogue de sourds où chacun s'accuse. Kinshasa dénonce le soutien de Kigali au M23, alors que Kigali accuse Kinshasa d'utiliser les FDLR comme supplétif pour lutter contre le M23. Sans modification de la situation militaire, seule la négociation politique semble être en mesure de débloquer cet imbroglio sécuritaire qui plonge l'Est du Congo dans une guerre sans fin depuis bientôt 30 ans. Le communiqué de Bujumbura a bien prôné le dialogue pour sortir de l'ornière. Mais personne ne veut négocier en position de faiblesse. Outre cela, la communauté d'Afrique de l'Est risque de devenir un poids lourd économique et politique en devenir. C'est une organisation économique régionale en passe de devenir incontournable en Afrique. Elle a accueilli avec la République démocratique du Congo son 7e membre. Une adhésion qui ouvre à l'EAC le vaste marché congolais et qui pose également la question de la sécurité dans la région. En effet, cette adhésion ne signifie pas seulement un nouveau marché de plus de 90 millions de personnes, mais également la certitude des tensions régionales entre États membres à régler. Ainsi, note la signature du traité a eu lieu au moment même où le Nord Kivu à l'est de la RDC était à nouveau secoué par la rébellion du M23. Quoi qu'il en soit, les pays qui se bousculent pour le vaste marché de la RDC, selon l'expression du Est African, comptent bien jouer un rôle dans la sécurisation du nouvel arrivant congolais. Constantin Tamboué, c'est depuis septembre 2022 que l'accord a été signé pour la mise en place de cette force régionale. Ce n'est qu'une conséquence de notre adhésion à l'EAC. S'il faudrait remonter les ficelles aujourd'hui, ça veut dire qu'il faudrait revenir d'abord à cette adhésion de la RDC à l'EAC, selon vous? Oui, mais la présence de la force régionale, c'est justement la conséquence de notre adhésion. Mais d'abord, la demande a été adressée au Kenya, qui est un partenaire qui a de relations privilégiées avec la RDC. Et le Kenya, à son tour, se dit, bon, écoutez, maintenant, nous vivons dans une même région, nous partageons le même marché, les mêmes ambitions pour le développement, et peut-être même les mêmes idées. Alors, je souhaiterais qu'on associe, et surtout que dans cette même région, nous avons également d'autres nations qui sont accusées d'être impliquées, notamment le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda principalement, et le Rwanda. Alors, le Kenya se dit, allons-y tous. C'est comme ça que la RDC... Mais pourquoi nous mettre autour d'une même table avec ceux-là que nous considérons comme nos ennemis directs? Oui, mais c'est pas un complot? C'est peut-être aussi une sorte de stratégie dans la mesure où celui qui nous agresse dit « c'est pas moi ». Alors, comme ça, réglons ensemble l'affaire et de la façon qui peut alors aider nous qui nous plaignons. Et surtout, nous savons que l'enjeu de la paix,
il n'est pas principalement lié à la force, mais c'est d'abord à la diplomatie. D'où, si ensemble... Ça, c'est l'option choisie par la RDC. Non, mais pas seulement choisie par la RDC, pas forcément, mais surtout conseillée aussi par les autres partenaires, et notamment les pays de la sous-région. Parce que ce conflit se passe dans une zone où la guerre est devenue presque endémique. Les populations, les déplacés, nous en comptons en termes de millions. Et parlons également de ceux qui sont morts. D'où nous ne pouvons pas privilégier la voie de la force. C'est un peu ça l'idée des conseils que la RDC aurait reçu, d'où privilégions d'abord la voie diplomatique. Et cette voie diplomatique, visiblement, il y a des tâtonnements sur la nature même de la force régionale. Son rôle, c'est quoi? Oui, mais le rôle... Si c'est une mission de plus d'observation, à quoi ça servirait alors que la MONUSCO est déjà sur place? Oui, c'est vrai, c'est une très bonne question parce que nous savons que la MONUSCO est là depuis plusieurs décennies et que la paix ne revient pas, mais revenons sur les missions de la MONUSCO, les mandats de la MONUSCO, si je peux bien le définir ainsi. Mais la force régionale, déjà, le premier mandat était offensif. Mais c'est justement à cause de cette diplomatie qui peut bouger les lignes que la RDC se dit, bon, écoutez, essayons un peu d'alléger la souffrance de nos populations à travers les négociations qui peuvent se mener de part et d'autre. C'est vrai que nous ne regardons pas en toute confiance, mais au moins, nous pouvons obtenir dans la mesure du possible et au fil du temps, ce qui peut aider alors d'abord à la zone de vivre une accalmie sans bruit des armes. Mais leur présence ajoute quoi? C'est quoi la valeur ajoutée par rapport à la guerre ou à la recherche de la paix? La présence, à mon sens, justifie d'abord je ne dirais pas l'inefficacité ou sinon l'absence, je parlerai plutôt de l'absence de l'autorité de l'État dans cette zone. Parce que déjà, on parlait d'une zone qui était contrôlée par des mouvements armés que nous ne connaissons pas la nature. Et en plus de ça, nous parlons également d'une armée qui a été, dans laquelle étaient indexés des infiltrés, parce que les retournements, nous en vivons presque plusieurs, nous en avons connu déjà plusieurs, des officiers, des militaires qui rejoignent le camp de la rébellion, d'où il serait peut-être important en ce moment de commencer par apaiser les esprits à travers la paix et la présence de cette force pour aider justement la région, rassurer aussi la population, parce que c'est parmi aussi les missions du mandat qui leur a été conféré, c'est de sécuriser la population au-delà de l'option offensive qui n'est pas jusque-là mise en œuvre. Envisageable, mais ça a eu quand même un effet contraire. Vous avez suivi avec moi ce dossier. La population est en colère contre cette force. Oui, mais la population a raison d'être en colère parce que une mission de la même nature a régné pendant plusieurs années dans les mêmes zones. La MONUSCO, nous rappelons, le premier mandat était celui de constituer notamment ces mêmes zones tampons pour séparer les rébellions en 2001. Et aujourd'hui, quelques années après, la mission avait changé de nature. Il fallait, au-delà de sécuriser la population civile, il fallait passer au désarmement et aussi au mixage traditionnel et brassage que nous connaissons. Voilà. Et tout ce que nous connaissons, mais au moins, pendant la transition, nous savons qu'il y a eu des avancées parce que les rébellions avaient déposé leurs armes, les belligérants se sont retrouvés à Kinshasa, après il y a eu des élections, mais parce que cela n'a pas réjoui tout le monde, les rébellions se sont multipliées et la population doit être méfiante du fait que la même MONUSCO a opéré dans la région, mais ils n'ont pas toujours eu la paix. Et voici qu'une mission de la même nature revient, bien qu'avec une autre couleur. Qu'est-ce qui serait envisageable selon vous à ce stade-ci? Qu'est-ce que vous proposerez comme solution si vous étiez demandé d'émettre un point de vue? Non, mais je n'ai pas, moi, des propositions à faire, mais au moins, ce qui se voit sur le terrain maintenant, c'est le fait que
l'ensemble des acteurs impliqués, notamment notre gouvernement au premier plan, mais aussi les partenaires de la région, sans oublier la communauté internationale qui a dénoncé ce soutien du Rwanda principalement au M23, il voudrait que l'on privilégie cette voie diplomatique. Pourquoi? Parce Une voie diplomatique sans négociation avec ces rebelles? Non, mais quand on parle de négociations, même quand le gouvernement congolais en parle, c'est vrai qu'on ne peut pas parler de négociations brutes comme ça que l'on viendrait offrir au M23 Donc des privilèges dont ils n'ont peut-être pas encore le plein droit aujourd'hui. Mais au moins, le gouvernement congolais peut être dans la mesure de négocier, mais à des degrés et de des manière réglages tacite. très près. Oui, tacite, ou sinon... Ça se raconte déjà que des fois les rebelles sont à Kinshasa pour des négociations. On n'a pas des preuves sur cette question. Vrai. Quand nous, on n'a pas de preuves, on ne sait pas trop en parler. Peut-être c'est de bruit de rue, parce que les rebelles eux-mêmes en ont parlé, mais le gouvernement l'a démenti. Mais au moins, s'il faut parler des négociations entre le gouvernement, déjà sur le plan des mixages et de brassage de leurs éléments dans notre armée, ça, il y a eu même un acte parlementaire qui a été produit disant que c'est vrai, on peut négocier sur les autres plans parce que peut-être ils demanderaient une sorte d'amnistie, une sorte de devenir maintenant des partis politiques et conquérir le pouvoir par des voies formelles. Oui. Alors, ça peut-être le gouvernement peut voir dans quelle mesure, mais ça sera peut-être assorti de plusieurs conditions. Ceux qui penseraient que c'est un plan de balkanisation un peu caché, est-ce qu'ils ont raison ou non? Parce que le gouvernement congolais lui-même a fait une mise au point à travers son porte-parole pour dire que les déploiements de cette force correspond juste à une mise en œuvre d'un plan de désescalade qui a été signé par différents chefs d'État. Ça n'a rien à voir avec un plan de balkanisation. Donc, il faudrait apaiser les esprits, mais sur le terrain, et de plus en plus des experts estiment qu'avoir des zones dans lesquelles le gouvernement n'a pas contrôle fait craindre. Oui, mais la balkanisation du Congo, c'est un complot qui n'a pas commencé aujourd'hui. Ce n'est pas un secret. On sait qu'il y a des puissances, il y a des forces obscures qui souhaiteraient que le Congo soit balkanisé. Mais est-ce que peut-on attendre qu'à travers les zones tampons, que le Congo pourrait connaître la balkanisation tant redoutée? Je dirais non. D'abord parce que la plupart des États qui sont présents sur notre sol, notamment le Kenya, vous connaissez combien représentent les intérêts du Kenya en RDC. Nous parlerons également de l'Ouganda, qui est aussi cité. Vous connaissez combien d'intérêts l'Ouganda pourrait gagner en ayant comme partenaire la RDC? Peut-être qu'ils veulent avoir plus, hein, de manière assez... Non, mais si on balkanisait le Congo aujourd'hui, ce ne serait pas au bénéfice de l'Ouganda ni du Rwanda. Soyons sérieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, à travers l'insécurité, à travers le désordre que l'on vit dans cette région... Mais que cacherait l'implication du Rwanda? Non, mais l'implication du Rwanda, c'est au niveau notamment des revenus. Parce qu'on parle d'un budget de plus ou moins 5 milliards, dont la moitié financée par le commerce illicite des ressources naturelles de la RDC, et l'autre moitié par la campagne du génocide qui rapporte aussi mieux de l'autre côté. Donc, parler de la balkanisation avec la présence des forces régionales, il faudra peut-être un peu plus... Plus d'éléments, oui. On va passer à notre deuxième dossier du jour.